Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vincent Mouisseau, je suis le délégué général de l'Association des aidants et malades à Corps-Lévy. La conférence va commencer dès que le professeur Blanc, qui a un agenda très compliqué, va nous rejoindre. Donc, je vous demande encore un tout petit peu de patience et puis on va pouvoir démarrer la conférence. Voilà. Le voilà. Bonjour, professeur. Bonjour. Tout va bien? Eh bien, écoutez, tout va bien. On est en direct déjà? On est en direct, absolument. Formidable, formidable. Voilà. Et bonjour à tous les participants de ce webinaire. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter donc les troubles du comportement dans la maladie à corps de Lévy. J'espère que nous allons pouvoir échanger sur ces questions-là. Voilà. Je tiens à vous remercier, professeur, d'abord à tous les participants qui se sont inscrits nombreux. Il y a des aidants, il y a des patients, il y a des soignants. Il y a à peu près 130 inscrits. Donc, merci à tous de vous être inscrits nombreux à cette conférence. Et puis, merci à vous, Frédéric, professeur Blanc, de nous consacrer de votre temps, de votre grande expérience et grande expertise sur la maladie à corps de Lévy pour animer cette conférence. Avant de vous passer la parole, professeur, vous pouvez pendant ce temps peut-être partager l'écran avec votre partage d'écran et à ce moment-là, la présentation va pouvoir apparaître. Juste quelques petites consignes pour tous nos participants. Vous avez un forum de discussion que certains ont déjà commencé à utiliser. Alors, lorsque vous l'utilisez, il faut bien adresser les messages à tout le monde, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas des répétitions de questions identiques. Donc, comme ça, chacun voit les questions qui passent. Et si la question que vous avez a déjà été posée, ne la reposez pas. On essaiera de répondre à toutes les questions au fur et à mesure de la conférence. On fera des pauses pour répondre à toutes vos questions. Le professeur Frédéric Blanc gérera ça très bien. Donc, ne vous faites pas de soucis, vos questions seront prises en compte. Voilà. Dernier point, il y aura un replay de cette conférence sur le site de l'association, après la conférence, quelques jours après, dans laquelle vous aurez également les supports de présentation que vous pourrez revoir. Voilà, donc il y aura sans doute, pour éviter que vous posiez la question, j'y réponds d'ores et déjà. Voilà, encore merci d'être là. Merci, professeur Blanc. Je vous passe la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup pour cette invitation donc, par l'association A2MCL donc, sur ce webinaire sur les troubles du comportement et la maladie à corps de Lévy. Alors, je me présente, je pense que c'est important. Donc, je suis le professeur Frédéric Blanc, je suis gériatre et neurologue de formation, je suis professeur de gériatrie et je dirige le Centre Mémoire de ressources et de recherche aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, ainsi que le service d'évaluation, qui est un service qui comprend hôpital de jour, consultation, unité cognitivo-comportementale à l'intérieur du pôle de gériatrie des hôpitaux universitaires. Et par ailleurs, je co-dirige avec le docteur Arsan l'équipe IMIS, qui est une équipe de recherche qui s'intéresse en particulier aux bases neuronales et aux biomarqueurs dans ces maladies, et notamment la maladie à corps de Lévy au laboratoire ICUB. Voilà. Alors, une fois ces présentations faites, j'aime bien montrer cette diapositive au tout début de la maladie à corps de Lévy parce que c'est une diapositive qui permet de comprendre. La maladie à corps de Lévy, au tout début, ça n'est pas une maladie qui va détruire le neurone. Vous voyez, le neurone, on le voit, il est parfaitement présent. Simplement, c'est une maladie où va s'accumuler une protéine qu'on dit anormale, qui est la synucléine, qui va donner donc des corps de Lévy. Et ces corps de Lévy vont faire que toutes les structures à l'intérieur du neurone vont dysfonctionner. Alors, ça va de la synapse que vous voyez ici sur la droite. Hein. Vous voyez bien ma flèche, je ne sais pas ça, si on voit ma flèche. Oui, on voit. Oui. Donc la synapse sur la droite, l'axone qui est ici, hein, qui est si vous voulez, le filet nerveux qui permet la transmission d'informations. Et puis aussi au niveau vraiment ce qu'on appelle le corps cellulaire du neurone, c'est-à-dire un peu la centrale du neurone, hein, et à l'intérieur de cette centrale, il y a les mitochondries qui permettent d'apporter de l'énergie aux neurones, mais aussi le lysosome, par exemple, ici en violet, qui permet
de détruire, c'est un peu la poubelle, si vous voulez, du neurone, mais aussi tout ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique, le Golgi, le noyau, tout ça finalement dysfonctionne à cause des corps de Lévy. Mais pour autant, au début de la maladie, le neurone ne va pas être détruit, il sera toujours présent, il va simplement moins bien fonctionner. Alors, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui ne commence pas à l'âge de 80 ans ou de 90 ans. C'est une maladie qui commence beaucoup plus tôt, quand un patient va développer à proprement parler la maladie, que nous appelons encore improprement démence, ce qui veut dire, si vous voulez, des troubles cognitifs importants, qui n'a rien à voir avec la folie, mais simplement des troubles cognitifs importants. Et on sait que au moins 5 ans, 10 ans avant, il va y avoir des troubles cognitifs qui vont s'installer, encore 10 ans avant, une plainte cognitive subjective, et puis des lésions qui vont s'installer, sans doute au moins 25 ans avant que la maladie à proprement parler ne soit là. Et en parallèle de ces difficultés cognitives, vont apparaître tout un tas de symptômes qu'on ne va pas développer là, mais on va nous s'intéresser particulièrement à ce que j'ai appelé là les troubles neuropsychiatriques, c'est-à-dire les troubles du comportement. Alors, j'en cite quelques-uns, la dépression, les hallucinations, le délire, tout ça sont des symptômes qui arrivent très précocement dans la maladie ou qui peuvent apparaître plus tardivement au cours de la maladie elle-même, c'est-à-dire au cours du trouble neurocognitif majeur qu'on appelle démence. Alors, je rappelle aussi que les critères de la maladie à corps de Lévy, les critères de la maladie à corps de Lévy qu'on dit probable ou possible. Probable, c'est quand il y a 2 critères. Possible, c'est quand il y a un critère. Eh bien, ils sont 4. En dehors des troubles cognitifs, ils sont 4. Vous avez le syndrome parkinsonien, qui arrive en général plus tardivement, mais vous avez 3 critères là qui sont en fait des critères où il y a des troubles du comportement. Les troubles du comportement sommeil paradoxal, dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que c'est très spécifique, les hallucinations visuelles, et puis les fluctuations cognitives et ou de vigilance. Voilà. Donc, et ces fluctuations cognitives, en fait, c'est aussi des fluctuations de comportement. Mais ça, on pourra l'aborder peut-être au cours des questions. Alors, maintenant, ce que je voudrais bien faire avec vous, c'est vraiment m'intéresser au tout début de la maladie, c'est-à-dire les troubles du comportement, finalement, au stade de la plainte cognitive ou du trouble cognitif léger. SCI, c'est Subjective Cognitive Impairment, donc c'est simplement une plainte subjective. MCI, c'est Mild Cognitive Impairment, c'est-à-dire simplement des petits troubles cognitifs. Eh bien, dès le départ, dès le tout début de la maladie, avant les troubles neurocognitifs importants, qu'on appelle aussi démence, donc avant cela, eh bien, il y a, si vous voulez, des petits troubles comportementaux qui peuvent apparaître, petits ou plus importants. Alors, quels sont-ils? Alors d'abord, peut-être le contexte. Le contexte, c'est que quelles que soient ces maladies neuroévolutives, j'en cite quelques-unes, la maladie d'Alzheimer, évidemment la maladie à corps de Lévy, l'encéphalopathie vasculaire, c'est-à-dire des troubles en lien avec des lésions vasculaires du cerveau, la maladie frontotemporale qui touche plutôt des sujets plus jeunes, comme d'ailleurs la maladie à corps de Lévy, qui touche parfois des sujets très jeunes, eh bien, ce sont certes des maladies cognitives, c'est-à-dire des maladies qui vont entraîner des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des difficultés d'organisation. C'est ça le cognitif. Mais ce sont aussi des maladies comportementales. Et alors, on va évidemment parler surtout des problèmes de comportement qui sont, qui sont très visibles, mais il y a un trouble du comportement, par exemple, qui est moins visible, qui est l'apathie, c'est-à-dire la démotivation, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que je pense qu'il faudrait finalement en parler très spécifiquement. Alors, donc ces maladies, au stade de troubles neurocognitifs majeurs, mais aussi au stade prodromal, c'est-à-dire au tout début, ont aussi des troubles du comportement. Et c'est pour ça qu'un nouveau terme est apparu dans la littérature médicale qu'on appelle le MBI en anglais, pour Mild Behavioral Impairment, mais on pourrait traduire en français trouble comportemental léger. Et moi, si vous voulez, je suis très convaincu que les patients atteints de maladie à corps de Lévy, très souvent, vont commencer par un trouble du comportement. Alors, quels sont-ils ces troubles du comportement? Alors d'abord, oui, je suis tellement convaincu que ça a été démontré. Là, c'est un collègue d'Amérique du Sud, donc en Argentine, qui a montré, Tarragano, il a montré que finalement, c'est parmi les patients qui ont un trouble comportemental léger, donc c'est-à-dire des petites modifications du comportement et qui continuent à être tout à fait indépendants dans la vie quotidienne, eh bien parmi ces patients-là, vous en avez 28%. Je vous ai fait la traduction ici, 28% qui vont faire une maladie à corps de Lévy, qui est en fait déjà une maladie à corps de Lévy. Vous en avez 27%, c'est-à-dire moins, alors que la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus fréquente,
27% qui vont faire une maladie d'Alzheimer ou qui ont déjà une maladie d'Alzheimer, et puis 45% qui ont une maladie frontotemporale. Mais ça, c'est normal, parce que la maladie frontotemporale, c'est vraiment une maladie comportementale au premier plan. Voilà, donc finalement, la maladie à corps de Lévy peut commencer par ce qu'on appelle un trouble comportemental léger. Alors, quel type de trouble du comportement? Ça, c'est pas toujours facile de savoir. Je vais essayer de vous donner des pistes. D'abord, une étude intéressante qui a presque donc 10 ans, où les collègues de la Mayo Clinic se sont dit, mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui vont faire développer la maladie à corps de Lévy? Et bien là, on se rend compte que on a la dépression qui peut favoriser l'apparition d'une maladie à corps de Lévy à un stade évolué. On a l'anxiété qui peut faire, qui favorise l'apparition de la maladie à corps de Lévy au stade évolué. Mais c'est-à-dire ce qu'on dit au stade de démence, si vous voulez. Mais en réalité, je pense que l'anxiété et la dépression ne sont pas des facteurs de risque. L'anxiété et la dépression sont en réalité des symptômes du tout début de la maladie. Ce qui explique pourquoi la dépression multiplie par 6 le risque de maladie à corps de Lévy, ce qui explique pourquoi l'anxiété multiplie par 7,5 le risque de maladie à corps de Lévy. Si on regarde un petit peu, toujours chez nos collègues là anglo-saxons, nord-américains, ils ont essayé de regarder sur leur cohorte de patients atteints de maladie à corps de Lévy, 5 ans avant le diagnostic de maladie à corps de Lévy au stade de démence, ce qu'il y avait comme symptômes comportementaux. Eh bien, ils ont montré que dans plus de 40% des cas, au moins 2 ans avant le trouble donc neurocognitif majeur, eh bien, il y avait des patients qui avaient de la dépression, il y avait des patients qui avaient de l'anxiété, il y avait des patients qui étaient plus irritables, puis il y avait des patients, mais ça on le comprend, qui avaient des troubles du comportement la nuit, puisque dans la maladie à corps de Lévy, certains patients peuvent avoir des agitations nocturnes pendant leur rêve. Alors nous, ce qu'on a montré plus récemment, et qui est sous presse, qui n'est pas encore publié, mais auquel vous aurez accès, mais évidemment en anglais, puisque nous publions en anglais, c'est la règle internationale. Alors on essaye aussi de publier en français, évidemment, mais on nous incite à publier en anglais. Eh bien, on a montré que dans notre cohorte, qui s'appelle Memento Lévy, qui est une cohorte nationale, les patients avaient assez volontiers tout un tas d'hallucinations assez diverses. Alors, vous voyez, 17,6% des patients avaient des hallucinations visuelles. Ça, c'est le groupe de maladie à corps de Lévy. Hein. Donc, 17,6% avaient des hallucinations visuelles, 18%, disons. Des sensations de présence dans 25% des cas presque, hein, c'est-à-dire l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un dans la pièce alors qu'on est tout seul. Des sensations de passage, l'impression de voir passer quelque chose sur le côté dans 26,5% des patients à un stade donc prodromal. Et puis des hallucinations auditives, des hallucinations olfactives, des illusions visuelles, c'est-à-dire ils vont confondre deux choses, par exemple un chat avec un coussin sur le canapé. Et puis aussi un délire, delusion, ça veut dire délire. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré récemment à partir de 148 patients atteints de maladie à corps de Lévy prodromale. Ce qu'on a montré aussi dans cette même étude, c'est qu'il y avait des symptômes de dépression chez quasiment 50% des patients atteints de maladie à corps de Lévy prodromale, ce qui est énorme. Hein. Il y avait des symptômes d'anxiété chez 61% des patients atteints de maladie à corps de Lévy prodromale, des symptômes d'apathie dans 36% des cas, et puis une véritable dépression, ça c'est important, une véritable dépression dans plus d'un quart des patients au tout début de la maladie, c'est-à-dire au stade prodromal. Voilà, alors je vais peut-être m'arrêter là parce que ça c'est la première partie. Je vois qu'il y a déjà peut-être des questions. Alors, on me dit, me sera-t-il possible de recevoir le PowerPoint? Alors, on va l'afficher, vous y aurez accès, vous aurez accès à ce webinaire directement sur le site de l'association A2MCL. On se débrouillera aussi pour mettre ce PowerPoint en version PDF directement sur le site. Voilà, absolument. Je m'y engage. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuelles? Oui, il y a une question sur le risque héréditaire démontré. Alors, sur le risque héréditaire, donc on sort un petit peu de la question comportementale, mais elle est intéressante. Au niveau héréditaire, il y a quasiment pas ou extrêmement peu de cas à proprement parler génétiques, c'est-à-dire mon papa a une maladie à corps de Lévy, j'ai la maladie à corps de Lévy et je risque de transmettre à mes enfants. Voilà, hein, donc c'est ce qu'on appelle le mode autosomique dominant. Ça, il n'y a quasiment pas de cas dans la littérature.
Il y en a quelques-uns, si vous voulez, mais ils sont rarissimes. Par contre, dans la maladie à corps de Lévy, on a détecté des gènes qui étaient des gènes facteurs de risque de maladie à corps de Lévy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on a ce gène, on n'a pas du tout forcément la maladie à corps de Lévy. Par contre, on est plus à risque par rapport au reste de la population de faire une maladie à corps de Lévy. Alors, quels sont ces gènes? Il y a 2 gènes qui ont été bien démontrés dans la littérature. Il y a un gène qui s'appelle l'apolipoprotéine E4, APO, lipoprotéine E4, qui est un facteur de risque de maladie à corps de Lévy, mais qui est aussi un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, ce gène est plus un facteur de risque que d'Alzheimer, puisque ça peut multiplier jusqu'à 16 fois le risque de développer une maladie Alzheimer par rapport à la population générale. Donc, vous voyez que c'est important. Tandis que dans la maladie à corps de Lévy, ce gène va multiplier par 2 le risque de maladie à corps de Lévy. Donc, on est sur un risque beaucoup moins fort. Et puis ensuite, vous avez un autre gène qui est la GBA, grand G, grand B, grand A, qui est en fait la glucocérébrosidase. Cette GBA, elle aussi, augmente le risque de maladie à corps de Lévy, un peu sans doute du même ordre que l'apolipoprotéine 4, mais ça dépend des populations. On sait que la GBA, on le retrouve plus, par exemple, dans les populations juives ashkénazes. Donc, il peut y avoir peut-être certaines populations qui sont peut-être un peu plus à risque de développer la maladie à corps de Lévy. Voilà. Mais pour résumer, ça n'est pas une maladie génétique. Et c'est simplement, mais ça c'est pour toutes les maladies, il y a au niveau du génome, au niveau des gènes, des facteurs de risque. Donc on augmente un petit peu le risque, mais ce n'est pas parce qu'on a ce gène qu'on va développer la maladie. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuelles? Je ne crois pas. Donc je vous propose de continuer, toujours sur les symptômes. Alors il faut que je reprenne la main sur le diaporama, voilà. Donc, on a fait maintenant, on avait fait les troubles du comportement dès le début de la maladie. Maintenant, on va faire les troubles du comportement à un stade qu'on dit stade de trouble neurocognitif majeur, qu'on appelait anciennement le stade de démence de la maladie à corps de Lévy, donc un stade un petit peu plus évolué, avec à l'intérieur de ce stade différents substades qui vont de léger, modéré jusqu'à sévère. Alors, que voit-on? Là, c'est une belle étude de nos collègues italiens, Boroni et collaborateurs, 2008. Que voit-on sur cette première diapositive? Eh bien, c'est que, vous voyez, là, c'est les pourcentages sur votre gauche, hein, ça va de 0% jusqu'à 90%. À un stade léger, les barres blanches, et à un stade plus évolué, modéré à sévère, les barres noires, on a globalement une tendance à l'augmentation des troubles du comportement. Si je prends par exemple les hallucinations, vous voyez que les hallucinations, en gros, au stade léger, on était à peu près à 30% des patients qui ont des hallucinations. Et on passe, quand on est à stade modéré à sévère, à 70% des patients qui ont des hallucinations. Donc, il y a clairement une augmentation dans le temps du risque des troubles du comportement dans la maladie à corps de Lévy concernant les hallucinations. Alors, quand il y a les petits astérisques là, c'est que ça veut dire que c'est significatif. C'est le cas aussi dans les troubles psychotiques, qui reprend d'une certaine manière les hallucinations et aussi le délire. C'est le cas dans le délire. Donc, tout ce qui est troubles psychotiques en général, on a donc des fréquences très élevées qui vont de 50 à 80% des patients qui vont développer donc des troubles psychotiques, des hallucinations, des délires. Il y a aussi des patients qui vont devenir agités. 50% au stade léger et on passe à 70% au stade modéré à sévère. La dépression est omniprésente aux alentours de 60-70%, mais ça, je vous en avais déjà parlé au stade prodromal, c'est-à-dire au stade très léger d'une certaine manière. L'anxiété aussi est très fréquente, vous voyez, 60 à 80%. Pour le reste, ce qui va retenir notre attention, c'est les troubles du comportement semi-paradoxal, mais ça qui est classique et dont on aura sans doute l'occasion de vous parler dans d'autres webinaires. On retrouve aussi de l'apathie, mais sans doute en fréquence un peu moindre par rapport à l'anxiété et aux troubles psychotiques. Une irritabilité aussi, et puis éventuellement des troubles de l'appétit ou une désinhibition. Voilà. Donc, globalement, ces modifications comportementales sont très fréquentes, 2, augmentent avec l'évolution de la maladie, et 3, eh bien, forcément ont un impact fort sur le quotidien du patient, mais sur le quotidien de la famille. C'est assez clair. Alors, petite parenthèse un peu scientifique, mais qui n'est pas inintéressante, c'est
là, on prend le problème un petit peu différemment. Nos collègues neuropathologistes, c'est-à-dire neuropathologie, c'est quand on fait une analyse au décès du patient et qu'on regarde en profondeur le cerveau du patient et qu'on regarde quelle maladie il a. Et ces collègues neuropathologistes ont voulu regarder les patients qui avaient des troubles psychotiques. Alors, les troubles psychotiques, c'est quoi? C'est tout ce qui va être délire, hallucination, etc. Et ces troubles psychotiques, chez les patients en général, quel type de maladie on trouve? Eh bien, je parle évidemment de maladies neuroévolutives. Je ne parle pas de schizophrénie ou etc. Je parle vraiment de maladies neuroévolutives. Eh bien, on trouve fréquemment la maladie à corps de Lévy. Vous voyez, là, chez des patients qui avaient des hallucinations les 3 premières années de leur maladie, eh bien, on retrouve là plus de 25% de maladies à corps de Lévy. Pour des patients qui avaient un délire, on retrouve là à nouveau 15 à 20% de maladies à corps de Lévy. Alors, on retrouve aussi d'autres maladies. La maladie d'Alzheimer, elle peut donner des délires, mais voyez, en proportion bien moindre, c'est autour de 10%. Elle peut donner des hallucinations aussi, mais plutôt aux alentours de 5%. Hein, c'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus net dans la maladie à corps de Lévy. On peut le retrouver aussi dans la maladie frontotemporale, alors qui est décrite ici, mais aussi ici, à différents endroits, mais qui est une maladie plutôt du sujet jeune. Hein. La maladie frontotemporale arrive en général avant 60 ans et rarement après 60 ans. Et quand on regarde, si vous voulez, le type de phénomène psychotique qu'on peut retrouver dans la maladie à corps de Lévy. Alors, la maladie à corps de Lévy, c'est LBD. Vous voyez, il y a des troubles paranoïaques, hein, c'est-à-dire un délire de persécution. Hein. Il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de reduplication de personnes. Là aussi, c'est dans la maladie à corps de Lévy. De reduplication d'animal. Sensation de présence, on en a parlé un petit peu. Le syndrome de Capgras, qui est très fréquent, là, voilà, vous voyez à nouveau dans la maladie à corps de Lévy. Et quand on regarde ça globalement, quand on regarde la barre qui est rouge orangé, là, eh bien, on voit que la maladie à corps de Lévy, elle donne très fréquemment, là, à nouveau, des troubles du comportement. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, je fais une petite pause. Alors, Messina, quand on a tous ces troubles comportementaux, persécution, hallucination, chute, anxiété depuis 4 ans, peut-on dire depuis quand la personne est atteinte? Là, si je comprends bien votre question, un patient donc une personne qui aurait depuis 4 ans des hallucinations, des chutes, une anxiété et des phénomènes de délire de persécution, ça veut dire que la maladie, si c'est bien une maladie à corps de Lévy, parce qu'il peut y avoir d'autres symptômes, d'autres maladies qui peuvent donner ces symptômes, mais si c'est bien une maladie à corps de Lévy, on peut dire que la maladie à corps de Lévy, elle est là depuis au moins 4 ans. En réalité, ce qu'on sait, c'est qu'elle est probablement là depuis plus longtemps. Alors, simplement, on a du mal à la repérer avant des symptômes plus nets. Et il n'est pas impossible, si vous voulez, que les lésions de la maladie soient en réalité là depuis au moins 14 ans. Au moins 14 ans. Voilà. Alors, ça ne change pas grand-chose, si vous voulez. Mais ça peut changer éventuellement demain, parce que si on était capable de détecter très tôt les lésions de la maladie à corps de Lévy, on pourrait imaginer d'anticiper et donc, si on avait un traitement, de traiter ces lésions-là. Alors, Jean-Marc OF, comment sait-on qu'un malade aphasique aurait des hallucinations? Alors ça, c'est difficile, effectivement. Alors, d'abord, première chose, dans la maladie à corps de Lévy, on a quand même très rarement une vraie aphasie. Hein. Maintenant, la maladie à corps de Lévy peut s'associer à des accidents vasculaires cérébraux qui donnent, eux, des aphasies. Alors, je rappelle pour tous les gens qui nous écoutent que aphasie, ça veut dire trouble du langage. Donc, ce qu'on sait, c'est que on a rarement des gros troubles du langage. On peut avoir des petits troubles du langage dans la maladie à corps de Lévy, mais on a rarement des gros troubles du langage dans la maladie à corps de Lévy. Et donc, il est peu probable que les troubles aphasiques, donc les troubles du langage que vous décrivez, soient directement en lien avec la maladie à corps de Lévy. Donc, ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est qu'il y ait pu y avoir un accident vasculaire cérébral ou qu'il y ait une autre maladie sous-jacente. Et alors, comment savoir qu'il y a des hallucinations? C'est le comportement. C'est le comportement qui va nous permettre de faire la part des choses. Alors, notamment, un patient qui va regarder précisément quelque part, peut-être l'air effrayé,
Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter, doit nous faire dire « Ah, mais il voit peut-être des choses qui ne sont pas réelles », parce que c'est ça, en fait, hein, les hallucinations. Donc, c'est vraiment observer, voir et se demander si, finalement, quand il regarde dans un coin, quand il a l'air effrayé ou quand il se met à vouloir partir sans raison, est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir des hallucinations? Mais effectivement, parfois, c'est très difficile d'être certain qu'il y ait des hallucinations. Et parfois, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic de maladie à corps de Lévy sans les hallucinations. Voilà, j'espère avoir répondu à Jean-Marc. Alors, Déborah Foyard. Bonjour, est-ce que des comportements logoréiques de déambulation, de répétition et d'idées obsessives, chaque jour tout au long de la journée, des répétitions, les mêmes idées, peuvent être révélateurs d'une maladie à corps de Lévy? Oui, ma réponse est oui. Alors, qu'est-ce que vous me racontez là, en fait? La logorée, la déambulation incessante, les répétitions, et puis ce que vous parlez d'idées obsessives, c'est-à-dire, en fait, ce sont, en termes techniques, neurogériatriques, des persévérations. Voilà, il persévère, hein, c'est-à-dire que le patient persévère, c'est-à-dire qu'il répète soit la même idée, soit le même mouvement, soit le même langage, c'est-à-dire vous pouvez avoir même des écholalies, hein, c'est-à-dire quand vous vous mettez à parler, le patient va répéter exactement ce que vous dites. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un syndrome frontal. Pourquoi on dit syndrome frontal? Parce que c'est du fait de l'atteinte du lobe frontal, c'est-à-dire l'avant du cerveau, hein, ici. Et donc, ce syndrome frontal va donner ça. Une logorée, des déambulations, etc. Ça peut même donner aussi une désinhibition, hein, c'est-à-dire des patients qui se mettent à se déshabiller alors qu'il n'est pas question de se déshabiller dans le contexte, des patients qui vont se mettre à uriner quelque part alors que ce n'est pas le bon endroit pour uriner, etc., etc. Tout ça, ce sont des symptômes frontaux et ce sont des symptômes qui peuvent inaugurer, être révélateurs évidemment, de la maladie à corps de Lévy. Voilà, j'espère à nouveau avoir bien répondu à la question, être clair. Alors, comment pose-t-on un diagnostic certain de la maladie? Alors, le diagnostic certain de la maladie, c'est en utilisant les critères de la maladie à corps de Lévy. Les critères de diagnostic clinique de la maladie à corps de Lévy. On sait que la spécificité de ce diagnostic est de 98,3%. Ouais, 90, on n'est pas à 100%, hein, il manque 1,7%, mais 98,7%, c'est quand même pas mal du tout pour une maladie. Donc la spécificité est excellente. Et ça veut dire que quand un médecin dit c'est une maladie à corps de Lévy, en général, il ne se trompe pas, ou vraiment très très peu. Hein. En tout cas, à des stades de troubles neurocognitifs majeurs. Là où c'est plus difficile, c'est au stade prodromal. Si on veut être absolument certain, pour être absolument certain, il y a que l'autopsie, si vous voulez, mais je ne crois pas qu'il faille attendre l'autopsie. Hein, c'est valable pour toutes les maladies neurologiques. On ne fait pas un diagnostic au moment de l'autopsie. Donc, vraiment, avec la maladie à corps de Lévy, grâce aux critères que je vous ai décrits plus haut, hein, je peux peut-être les remontrer, les critères, parce que c'est important. Hop, voilà, je remonte. Voilà, c'est ça les critères, très simplement. Hein. Et donc, si on applique ces critères, c'est-à-dire, il y a un trouble cognitif, et on a 2 des 4 critères suivants, là, c'est-à-dire soit des fluctuations, soit des hallucinations, soit des troubles du comportement paradoxal, soit un syndrome parkinsonien, imaginons qu'il y en ait 2, par exemple, disons des hallucinations avec des troubles du comportement paradoxal, parce qu'on est dans le comportement, là, eh bien, on peut dire que c'est une maladie à corps de Lévy probable. Et qui dit maladie à corps de Lévy probable dit certitude du diagnostic à 98,3%. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt très bon. Voilà. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Alors, les sens de l'ouïe et ou de la vue peuvent-ils être atteints ou est-ce un manque de concentration et de compréhension? Alors, l'ouïe peut être atteinte, mais ça n'est probablement, je dis bien probablement, j'en suis pas certain, probablement pas en lien avec la maladie à corps de Lévy. C'est plutôt ce qu'on appelle dans notre jargon de la presbyacousie, presby comme la presbytie, vous voyez, c'est-à-dire des modifications de l'ouïe en rapport avec l'âge. Voilà. Et donc, on sait qu'on peut avoir une presbyacousie qui peut débuter dès l'âge de 50 ans, mais qui va être beaucoup plus fréquente à 80, 90 ans, 100 ans. Donc là, je pense que c'est plutôt l'effet de l'âge. Mais je peux me tromper. Hein. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous dit la littérature actuelle.
Pour ce qui est de la vue, c'est plus compliqué. La maladie à corps de Lévy elle-même peut donner des problèmes visuels. Et ce n'est pas un problème lié à l'œil, c'est vraiment un problème lié au cerveau, puisque vous savez que l'œil est directement connecté avec le cerveau, et que ce qui nous permet de voir, c'est à la fois l'œil et le cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de vue. Et donc, l'intégration de la vision se fait dans le cerveau. Eh bien, les zones d'intégration de la vision, et en particulier les régions qu'on dit occipitales, c'est-à-dire l'arrière du cerveau, les régions occipitales, c'est l'arrière du cerveau, sont des zones qui sont atteintes dans la maladie à corps de Lévy. Et donc, il est assez fréquent que les patients se plaignent de problèmes de vue. Je vois moins bien, c'est plus compliqué pour voir. Et donc, ils vont voir un ophtalmologue et l'ophtalmologue leur fait faire des tests assez simples. Et souvent, l'ophtalmologue va dire, mais non, il n'y a pas de problème. Pourtant, le patient continue à se plaindre. Alors, il faut faire des tests plus spécifiques. Là, notamment, on peut faire des tests. Alors, certains ophtalmologues le font, mais sinon, on peut faire des tests directement chez le gériatre, le neurologue, le psychiatre, avec un ou une neuropsychologue qui va faire des tests qu'on dit neurovisuels. Il faut faire des tests neurovisuels qui va permettre de détecter ces problèmes de vue et qui va pouvoir les attribuer à une origine cérébrale, c'est-à-dire liée au cerveau. Voilà. Alors, évidemment, ça se complexifie parce que vous me dites, mais est-ce que ce ne serait pas un manque de concentration et de compréhension? Aussi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les problèmes neurovisuels et vous pouvez avoir en plus les problèmes de compréhension ou les problèmes de concentration. Voilà. Le tout, enfin, les trois pouvant être les plus fréquents, c'est quand même les problèmes de concentration et les problèmes neurovisuels. Voilà, ils sont très fréquents, ces deux-là. Alors, je continue. Voilà, Jean-Pierre. Tout le monde. Donc, mon mari est très agressif et parfois violent, surtout avec les plus proches. Vous voyez, alors s'il a une maladie à corps de Lévy, ça peut arriver, il peut y avoir une agressivité et une violence. Il est très important de se faire aider, de consulter un gériatre, un neurologue ou un psychiatre, ou tout simplement son médecin traitant, on va en parler tout à l'heure, et qu'il y ait une prescription adaptée pour l'agressivité. C'est très très important pour le patient et pour vous-même. Alors là, c'est Vincent qui me pose une question. Donc, peut-on diagnostiquer la maladie à un stade très précoce? Si oui, y a-t-il des traitements préventifs pour freiner la maladie? Alors, je vous en ai parlé des critères de diagnostic et effectivement, ces critères de diagnostic sont les mêmes au stade très précoce. On les a nous validés en 2020 avec les collègues à l'international. Probablement qu'ils vont changer au fur et à mesure du temps, probablement qu'on va se réunir un jour et puis qu'on dira c'est un petit peu différent parce qu'on est en train de beaucoup progresser par rapport à ce qui se passe au tout début de la maladie. Alors, est-ce qu'il y a des traitements préventifs pour faire freiner la maladie? Pas vraiment actuellement, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conseiller un traitement qui va permettre de prévenir l'évolution de la maladie. Par contre, on peut conseiller de prendre des traitements symptomatiques et ces traitements symptomatiques pourraient, c'est-à-dire des symptômes. Si un patient a une dépression, on va le voir tout à l'heure, il faudra prendre un antidépresseur. C'est pas comme avec une dépression qui serait sans maladie neuroévolutive sous-jacente. Là, il n'y a pas forcément besoin de prendre un antidépresseur. On peut aller chez un psychologue, un psychiatre, parler, et puis se libérer des soucis qu'on a et qui sont à l'origine de la dépression ou de ce qu'on appelle parfois le burn-out. Mais dans la maladie à corps de Lévy, il est à mon avis très important d'avoir un traitement vraiment pharmacologique, donc un traitement médicamenteux. Et si vous voulez, ces dysfonctions des neurones qu'on va compenser par l'apport de certains médicaments en fonction des symptômes qu'on va détecter, peut-être qu'on va les compenser et peut-être que ça peut permettre justement de freiner la maladie ou alors de faire apparaître d'autres symptômes beaucoup plus tardivement. Mais ça, on n'en a pas la preuve pour l'instant. Disons qu'on a des forts doutes et des éléments qui nous feraient dire que traiter tôt avec des traitements des symptômes, ça permet que le patient soit plus stable longtemps. Nous, on a une étude là qu'on a faite récemment chez 250 patients, dont 110 patients atteints de maladie à corps de Lévy et 19 patients atteints de maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer. Et on s'est rendu compte que chez les patients qui avaient une maladie à corps de Lévy pure, quand ils étaient bien traités, eh bien en fait, ils sont quasiment aussi stables que des sujets sains pendant 5 à 8 ans. Donc il est vraisemblable, je dis bien il est vraisemblable, pas certain, mais il est vraisemblable que si on est suivi tôt et qu'on a le bon traitement tôt pour chacun des symptômes, eh bien que l'évolution se fasse de façon plus favorable. En tout cas, nous, là, on est assez content d'avoir cette bonne nouvelle, puisque c'est un recul de 5 à 8 ans. Voilà, j'espère, Vincent, avoir répondu à votre question. Alors, me remercie. Alors, y a-t-il, HP Elite Desk, oui, donc y a-t-il des examens médicaux spécifiques qui peuvent confirmer le diagnostic prédictif? Alors,
Le diagnostic peut être confirmé effectivement par certains examens. Les 3 examens qui ont été validés par le groupe international de la maladie à corps de Lévy, dont je fais partie, sont le DaTscan. Le DaTscan, qui est un examen qui va nous permettre de voir ce qu'on appelle le système dopaminergique du cerveau, c'est-à-dire l'activité en dopamine, la dopamine étant une des hormones principales du cerveau. Et il se trouve que la dopamine est souvent abaissée chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy, ce qui nous pousse à leur prescrire de la dopamine. Eh bien, cet examen qui s'appelle le DaTscan, D-A-T-scan, S-C-A-N, eh bien, le DaTscan peut effectivement être un examen intéressant. Par contre, il est intéressant quand il est positif, c'est-à-dire qu'il est intéressant quand il y a un problème, c'est-à-dire qu'il va confirmer le diagnostic de maladie à corps de Lévy, mais s'il est négatif, c'est-à-dire si le DaTscan est normal, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas une maladie à corps de Lévy. Ça ne va pas éliminer le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Pourquoi ? Parce que ce DaTscan va rater à peu près 22% des patients atteints de maladie à corps de Lévy, ce qui est beaucoup, 22%. Donc il va confirmer le diagnostic, c'est 70 plus 8%, mais il va rater 22% des patients, donc ça ne suffira pas. Il y a un autre examen qui est une scintigraphie cardiaque au MIBG. C'est une scintigraphie qui permet de voir le cœur et voir le système nerveux du cœur. Et cette scintigraphie cardiaque, elle est anormale dans 69% des cas. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 31% des cas, on va rater les patients atteints de maladie à corps de Lévy. Donc, pas forcément idéal non plus. Et puis, il y a un dernier examen qui est la polysomnographie, qui va permettre de voir que le patient bouge ou que le patient a un tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal, pendant le sommeil des rêves. Ça n'est pas normal. Normalement, pendant le sommeil des rêves, on est paralysé, on est totalement atone. Et bien ça, on pense qu'en gros, on retrouve ça chez à peu près 75% des patients atteints de maladie à corps de Lévy. Et là, vous voyez, on rate 25% des patients atteints de maladie à corps de Lévy. Donc, ces examens, quels qu'ils soient, que ce soit le DaTscan, que ce soit la scintigraphie cardiaque au MIBG, que ce soit la polysomnographie, ne nous permettent pas de poser le diagnostic avec certitude s'il est négatif. S'il est positif, oui, ça va renforcer notre diagnostic, mais s'il est négatif, ça n'apportera rien, malheureusement, puisque finalement, ils sont trop peu sensibles. Voilà, je vous ai donné les principaux. Il y a plein d'autres examens, mais je ne peux pas tout vous dire. Alors, Jean-Marc, à nouveau, est-il possible de ralentir l'évolution de la maladie et de ses symptômes ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on l'a d'une certaine manière démontré avec notre étude qui va bientôt paraître dans le journal qui s'appelle Alzheimer Research and Therapy, où on montre que, si vous voulez, il y a une certaine stabilité des patients qui ont un traitement et qui sont bien pris en charge au début de la maladie. Mais ça n'est pas une démonstration complète. Il va falloir qu'un jour, on fasse des essais thérapeutiques très tôt dans la maladie. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'on peut compenser les symptômes et c'est tout l'intérêt des traitements symptomatiques, mais on va en parler tout à l'heure. Mais nous n'avons pas actuellement de traitement qui permettent de guérir de la maladie à corps de Lévy. Voilà, ça c'est le point important. Ça n'existe pas actuellement, malheureusement. Alors, Messina, ma maman qui est atteinte de maladie à corps de Lévy ne nous supporte plus, nous, ses enfants, car elle ne se rappelle plus de nous par moment, où elle est très agressive. Je suis sa fille et je suis seule à gérer et je suis fatigué. Je suis obligé de la placer en structure pour me soulager. Alors, avant de la placer en structure, je pense que Messina, mais on va en parler à l'instant là, ce qui va être important, c'est peut-être de traiter ces troubles du comportement. C'est le fait qu'elle puisse être très agressive, c'est très dur pour elle d'abord, mais c'est très dur pour vous aussi. Et il y a des traitements qui permettent de lutter contre ces phénomènes d'agressivité, on va en parler tout à l'heure. Alors, le Armel, le DaTscan peut-il se tromper et déceler en premier lieu un Parkinson ? En fait, le DaTscan, quand il est anormal, ça peut être autant une maladie de Parkinson qu'une maladie à corps de Lévy. D'ailleurs, le DaTscan, il est anormal aussi dans d'autres maladies. En fait, dans quasiment toutes les maladies où il y a un syndrome parkinsonien, comme la paralysie supranucléaire progressive, comme la maladie cortico-basale. Donc, le DaTscan, il ne nous permet pas de dire c'est la maladie à corps de Lévy plutôt que la maladie de Parkinson, ou c'est la maladie de Parkinson plutôt que la maladie à corps de Lévy. Ça nous dit simplement il y a une atteinte de la dopamine à l'intérieur du cerveau, et donc c'est probablement une de toutes ces maladies, mais c'est tout. Donc il faut faire attention
à ça. Ça ne permet pas de dire c'est la maladie à corps de Lévy. J'insiste, c'est pour ça que je laisse avec ces critères-là que vous voyez devant vos yeux, puisque c'est d'abord clinique le diagnostic. C'est toujours surprenant que le diagnostic puisse être clinique, mais en fait, c'est pas très surprenant, parce que je vous disais tout à l'heure que c'est une maladie avant tout fonctionnelle. Donc, si vous voulez, c'est une maladie un peu comme les psychiatres. Quand vous allez voir un psychiatre, il ne va pas vous faire faire un examen comme une IRM ou un DAT-scan ou une scintigraphie en général. Il va faire un diagnostic simplement en interrogeant le patient, en discutant, éventuellement en l'examinant. Ben là, c'est pareil. La maladie à corps de Lévy, c'est un diagnostic avant tout clinique. Donc, c'est un diagnostic de médecin. Et puis, la famille, les proches peuvent participer au diagnostic quand ils ont l'impression que le diagnostic n'est pas tout à fait fait. Quel traitement, j'en parle après. Armel, le PET scan. Alors, le PET scan, plusieurs types de PET scan. Le PET scan auquel on a accès en France, c'est le PET scan à la fluorodésoxyglucose, c'est-à-dire le PET au glucose, si vous voulez, qui va permettre de voir, en gros, le métabolisme du cerveau et qui va permettre de voir, en gros, il y a des zones du cerveau qui fonctionnent, d'autres zones du cerveau qui ne fonctionnent pas. Dans la maladie à corps de Lévy, effectivement, le PET scan permet aussi de nous orienter, puisque on a des zones en hypofonctionnement et des zones en fonctionnement qui perdurent. Notamment, les collègues de la Mayo Clinic aux États-Unis ont décrit un signe qui s'appelle le signe de l'îlot singulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une zone à l'arrière du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire postérieur qui fonctionne toujours et même très tardivement, même à des stades sévères dans la maladie à corps de Lévy, tandis qu'autour, ça ne fonctionne pas bien. Les zones occipitales ne fonctionnent pas bien, les zones pariétales ne fonctionnent pas bien. Et ça, on peut le voir effectivement au PET scan. Mais c'est pareil, c'est pas parfait. Ça va être intéressant que si c'est anormal. Si c'est anormal, ça va nous aider. Si c'est normal, ça ne nous aidera pas. Oui, alors on parlera des traitements tout à l'heure, je vous le promets. Messina, on va le faire. Quid de la ponction lombaire, Aline? Alors, très bonne question, Aline, sur la ponction lombaire. Parce que pour l'instant, la ponction lombaire nous servait uniquement à, à faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, quand on avait une hésitation entre la maladie à corps de Lévy et la maladie d'Alzheimer, on faisait la ponction lombaire. Et la ponction lombaire montrait en général une augmentation de certaines protéines, une diminution d'autres protéines, protéines tau, protéines phospho-tau, protéines A-bêta-42. Et quand les trois protéines sont anormales, eh bien, on peut dire que c'est une maladie à corps de Lévy. Et c'est une maladie d'Alzheimer. Pardon. Quand les trois protéines sont anormales, c'est une maladie d'Alzheimer. Par contre, quand il y a juste une protéine qui est anormale ou alors aucune protéine qui est anormale, c'était plutôt en faveur d'une maladie à corps de Lévy. Mais attention, c'était vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, pas vis-à-vis de la maladie à corps de Lévy. Là, je vous révèle une nouvelle toute fraîche de cette semaine où j'ai appris que notre équipe de biologie, en particulier le docteur Olivier Bouzige, avec les équipes de Lyon et de Montpellier, ont réussi à mettre en place un nouveau biomarqueur qui permet de diagnostiquer la maladie à corps de Lévy. C'est ce qu'on appelle le RT-Quick. Donc ça s'écrit RT-QUIC, QUIC, pardon, RT-Quick. Et c'est un RT-Quick synucléine. Donc ça y est, on l'a sur Strasbourg et on l'a sur Lyon et sur Montpellier. Ça marche en tout cas sur Strasbourg. Et donc, grâce à la ponction lombaire, on peut faire un RT-Quick et faire le diagnostic plus précis de maladie à corps de Lévy. C'est encore en cours, si vous voulez. On n'a pas complètement validé cette méthode-là, mais on sait que ça marche. On a essayé ça sur les premiers patients et ça nous donne des résultats très intéressants. Donc voilà, c'est probablement un instrument qui sera parfaitement opérationnel, je pense, en début 2023, en tout cas sur Strasbourg, Lyon et Montpellier. Strasbourg, Lyon et Montpellier, c'est pas mal en France quand même. Hein. Donc la ponction lombaire est intéressante, oui, sans doute, et ça va devenir de plus en plus intéressante. D'accord, donc Armel me remercie, parfait. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On va pouvoir continuer le diaporama. N'hésitez pas à nouveau à poser des questions. Alors, je reprends la main sur le diaporama, j'avance. Tout ça, nous l'avons vu. Hop, nous l'avons vu, ça aussi. Alors, maintenant, nous arrivons à chacun des symptômes. Alors d'abord, dépression et maladie à corps de Lévy. Dépression et maladie à corps de Lévy, c'est en réalité très fréquent. Très fréquent puisqu'on peut retrouver un épisode dépressif majeur, c'est-à-dire une vraie dépression dans 40%, chez 40% des patients atteints de maladie à corps de Lévy, au moment où on les voit pour la première fois. Et quand on regarde la maladie à corps de Lévy sur toute sa durée, eh bien, certains considèrent que 60% des patients vont faire ou ont eu une dépression.
Et il se trouve que la dépression est plus intense et plus fréquente chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy que chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. EMA, c'est la maladie d'Alzheimer. Comment dire, chez nos collègues japonais, ils ont essayé de regarder les plus de 50 ans qui étaient hospitalisés pour dépression. Donc, quand on a une dépression et qu'on est hospitalisé, c'est que c'est une grosse dépression en général. Et ils se sont rendus compte que chez les plus de 50 ans, on avait à peu près 15% des patients qui venaient pour une dépression qui avaient en réalité aussi une maladie à corps de Lévy. Donc, vous voyez que c'est important, ça. La dépression est omniprésente. Et voilà. Alors, je vais reprendre des traitements un peu différemment tout à l'heure, vous n'en faites pas. Alors, dépression et maladie à corps de Lévy, nous, dans notre cohorte, on s'est rendu compte qu'à peu près 60% des patients, 57,7% avaient des antécédents de dépression et 40% au moment où on voyait les patients pour la première fois avaient une dépression en cours. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, il y avait 25% d'antécédents de dépression et 16% de dépression actuelle. La différence était statistiquement significative. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a plus de dépression avant et qu'il y a plus de dépression pendant la maladie, dans la maladie à corps de Lévy que dans la maladie d'Alzheimer. Donc la dépression est vraiment un symptôme de maladie à corps de Lévy. Ce qu'on a montré aussi, mais qu'on n'a pas publié, c'est qu'il y avait des corrélations avec une zone du cerveau qu'on appelle l'insula, c'est-à-dire au plus il était question de dépression dans la maladie à corps de Lévy, au plus l'insula gauche était diminuée de volume. Alors, quid du traitement de la dépression? Parce que ça, c'est très important, parce qu'il y a des patients qui peuvent même faire des dépressions résistantes, on a dit pharmacorésistantes, donc ils résistent au traitement. Alors, il y a un premier élément que nous dit la littérature, c'est qu'il ne faut pas utiliser le séroprame ou citalopram. Parce que séroprame et citalopram, mais probablement aussi pas le séroplex, qu'on appelle escitalopram. Pourquoi? Parce que, visiblement, les patients atteints de maladie à corps de Lévy sous séroprame ont très volontiers des effets secondaires. Regardez, là, sur 14 patients, ils ont commencé l'étude avec 14 patients. Sur les 10 premiers patients qui étaient sous séroprame ou citalopram, 10 patients avaient des effets secondaires qui les ont poussés à arrêter le traitement. Donc, a priori, vraiment, le citalopram n'est pas le traitement du tout de référence de la dépression. Par contre, il y a d'autres traitements qui sont intéressants, comme la duloxétine, qu'on appelle aussi Cymbalta. Moi, j'utilise assez volontiers la sertraline, qu'on appelle Zoloft aussi. J'utilise aussi des traitements, donc ça, c'est des traitements qui augmentent la sertraline augmente la sérotonine, la venlafaxine et la duloxétine augmentent la sérotonine et la noradrénaline, qui sont toutes des hormones du cerveau. Et puis la myancérine ou la myrtazapine, qui sont des tétracycliques, augmentent elles aussi, la sérotonine, la noradrénaline et même un petit peu la dopamine. Donc tous ces médicaments, si vous voulez, qui vont permettre de majorer les bons neurotransmetteurs pour le cerveau, vont avoir des effets bénéfiques, sur la dépression, mais souvent d'ailleurs aussi sur la cognition, c'est-à-dire que les patients vont aller mieux du point de vue de la concentration, etc. Et ça, c'est important de le répéter. Il arrive parfois que les patients ne répondent pas ou ne sortent pas de leur dépression malgré un traitement bien suivi. Qu'est-ce que ça veut dire un traitement bien suivi? C'est un traitement à bonne dose pendant au moins 6 mois. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer un deuxième traitement. Et si le deuxième traitement n'est toujours pas efficace, eh bien, à ce moment-là, il va falloir s'interroger et aller vers d'autres traitements. Et les traitements qui peuvent être intéressants, c'est ce qu'on appelle les régulateurs de l'humeur. Les régulateurs de l'humeur, il y en a un qui s'appelle la lamotrigine, que j'utilise assez volontiers, moi, pour lutter contre la dépression dans la maladie à corps de Lévy. Mais on peut utiliser aussi la stimulation magnétique transcrânienne, ou beaucoup plus rarement, mais ça arrive, parfois la dépression étant tellement forte, l'électroconvulsivothérapie, c'est ce qu'on appelle la sismothérapie, c'est-à-dire c'est des secousses électriques qu'on envoie à la tête pour lutter contre la dépression résistante, et cela se fait évidemment sous anesthésie. On essaye au maximum d'éviter l'électroconvulsivothérapie, mais il est quand même intéressant de savoir que les collègues japonais qui ont beaucoup utilisé l'électroconvulsivothérapie dans la maladie à corps de Lévy avec dépression, on était très satisfaits, c'est-à-dire que ça permettait d'aider beaucoup les patients. Alors, il arrive souvent que dans la dépression, il y a aussi de l'anxiété, et donc, eh bien, on pourra être obligé d'utiliser les benzodiazépines, comme par exemple, mais plutôt des demi-vies courtes, c'est-à-dire des médicaments qui vont agir sur la journée, qui ne vont pas agir sur 3-4 jours, comme donc l'oxazépam ou l'alprazolam. Voilà, alors je vois que j'ai une question. Alors, quels sont les effets secondaires pour les citalopram? Mon mari en prend, merci. Alors, ce qui a été montré avec les citalopram, c'est qu'il pouvait y avoir un peu plus de ralentissement physique, qu'il pouvait y avoir un peu plus de confusion et qu'il pouvait y avoir une baisse au niveau cognitif. Maintenant, attention,
Si votre mari en prend et que ça se passe bien, j'ai envie de dire, il ne faut rien changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais simplement, mon message, c'est si on sait à l'avance qu'il y a une maladie à corde de vie, il vaut mieux, sans doute pour moi, éviter le citalopram et son dérivé qui est l'escitalopram, compte tenu de cette étude qui avait montré une aggravation sous l'escitalopram. Donc c'est plutôt confusion, aggravation des troubles cognitifs, aggravation des troubles physiques. Voilà, c'est ce qui est décrit avec le citalopram. Avec l'escitalopram, il n'y a pas eu d'études faites, mais on peut estimer, comme c'est des molécules très proches, escitalopram et citalopram, qu'il puisse y avoir, si vous voulez, des conséquences. Mais vous voyez, dans cette étude, je vous ai dit, il y a 10 patients qui ont dû arrêter à cause des effets secondaires, mais il y a quand même 4 patients qui en étaient satisfaits. Voilà. Mais 10 patients, ça fait beaucoup, donc c'est pour ça, moi, je déconseille ce traitement dans la maladie à corde de vie, alors qu'on le met volontiers dans d'autres maladies. Alors, d'autres questions. La dépression est-elle aussi fluctuante comme les autres symptômes d'un jour à l'autre sur de longues périodes? Eh bien, ça, oui, mon expérience me le montre. Alors, ça dépend des patients. Vous avez des patients qui peuvent être en permanence en dépression et ils n'arrivent pas à en sortir. Et puis, vous avez des patients qui sortent de la dépression, puis ils retournent. Sortent de la dépression, ils retournent. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont fluctuants vis-à-vis de la dépression. Je crois que là, ceux-là, il faut aussi traiter par antidépresseur. Hein, c'est important, Hélène. Il y avait une question juste avant, professeur. Ah oui, sur l'anxiété. Alors, l'anxiété, on va en parler juste après. Donc, j'avance mon diaporama. Hop. Voilà. Donc, anxiété et maladie à corde de Lévy, vous voyez, on y pense ensemble. Donc, d'abord, l'anxiété, vous l'avez vu, ça peut inaugurer la maladie. C'est très, très fréquent. Hein. Vous avez parfois jusqu'à 70% des patients qui ont de l'anxiété. Mon hypothèse, c'est que c'est probablement en lien avec l'atteinte de l'amygdale, puisque l'amygdale, qui est une structure très interne près des hippocampes, est très souvent atteinte dans la maladie à corde de Lévy. Et on peut imaginer que, si vous voulez, que cette anxiété soit directement en lien avec cette amygdale, puisque cette amygdale, c'est un centre des émotions. C'est un centre de la peur aussi. Hein. Donc parfois, on a même des patients qui ont peur. Hein. Ça va au-delà de l'anxiété. Hein. Ils ont peur et on ne sait pas trop pourquoi. Ils n'arrivent pas bien à expliquer pourquoi ils ont peur. Donc là, je vous dis, voilà, au stade prodromal, c'est-à-dire au stade de troubles cognitifs légers, 60% des patients ont au moins un symptôme anxieux. Et puis, au stade de troubles neurocognitifs majeurs, c'est 80%. Donc, c'est vraiment très, très fréquent. Donc, c'est une vraie problématique. Voilà. Alors après, il faut toujours analyser les choses. Est-ce que cette anxiété est secondaire à la dépression? Est-ce que cette anxiété est secondaire au contexte, à la maison, parce que c'est difficile? Est-ce que c'est secondaire au fait que le patient puisse être en EHPAD? Est-ce que c'est secondaire? Est-ce que c'est une anxiété qui est secondaire au fait qu'il ne dorme pas bien? Parce que quand on ne dort pas bien, on a le droit d'être anxieux. Voilà, il faut bien analyser tout ça. Mais parfois, il y a l'anxiété toute seule. Et cette anxiété toute seule, il faut la traiter. Donc, il y a trois attitudes du point de vue des traitements. Un, les benzodiazépines à demi-vie courte. Alors, j'insiste sur la demi-vie courte parce que les demi-vies longues comme le Rivotril, le Lexomil, le Valium sont des médicaments qui peuvent être très mal supportés par les patients atteints de maladie à corde de Lévy. Donc, vaut vraiment mieux préférer des demi-vies courtes, c'est-à-dire des médicaments. Les demi-vies courtes, c'est des médicaments qui vont agir juste sur la journée, vous voyez, qui ne vont pas agir jusque 3 jours après. Alors que le Valium, si vous donnez un comprimé de Valium à un patient, 3 jours après, il est encore sous Valium. Hein, donc, il faut être très prudent avec ce type de médicament. Donc, demi-vie courte, pourquoi pas. Par contre, j'insiste sur le fait que voilà, il y a des patients qui vont, même les demi-vies courtes, qui ne vont pas les supporter. La buspirone, donc vous en parliez, la buspirone, ça peut être une solution. Le problème de la buspirone, c'est que son effet ne va pas être immédiat. Il va falloir souvent attendre jusqu'à 1 mois à 1 mois et demi, voire 2 mois, pour que la buspirone soit efficace. Vous voyez, donc faut être patient avec la buspirone et son délai d'action est important. Alors que l'alprazolam, lui, ou l'oxazépam va agir très rapidement. Dès le lendemain, le patient peut être soulagé. Hein, donc, il y a ce gros décalage. Parfois, on ne peut pas utiliser benzodiazépines parce qu'elles ne sont pas supportées, ou alors on ne pourra pas utiliser la buspirone parce que le patient, n'a pas répondu favorablement à ce traitement-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des antidépresseurs. Pourquoi on va utiliser les antidépresseurs? Parce que les antidépresseurs ont démontré un effet préventif et un effet, si vous voulez, un effet de prévention de rechute de l'anxiété. Par exemple, la sertraline, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, donc il va augmenter la sérotonine, ou la venlafaxine ou de duloxétine, qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, c'est-à-dire qu'on va augmenter la sérotonine et la noradrénaline, qui sont des traitements dont je vous ai parlé juste avant dans la dépression.
Ce sont des traitements qui vont permettre de prévenir l'apparition de l'anxiété. Et parfois, moi, chez certains patients, je suis obligé de mettre les deux. C'est-à-dire, je vais être obligé de mettre de la sertraline et puis de l'alprazolam, par exemple, pour soulager le patient vis-à-vis de son anxiété. Si le patient dort mal, on peut utiliser à ce moment-là des antidépresseurs plus sédatifs, comme par exemple la miancérine ou la mirtazapine, qui sont des tétracycliques. Donc ça, le médecin, normalement, va s'adapter au contexte, il va interroger sur le sommeil et il va regarder ce qui est le plus adapté dans ce contexte anxieux. Voilà. C'est vrai que normalement, c'est vraiment le travail du psychiatre, ça. Hein. Donc parfois, quand c'est complexe, il ne faut pas hésiter à aller voir un psychiatre, idéalement plutôt un psychiatre qui a l'habitude des personnes âgées, parce qu'il y a, évidemment, chez les personnes âgées, il y a plus volontiers la maladie à corps de Lévy, qui saura mieux manier ces aspects-là. Alors la psychiatrie de la personne âgée, c'est assez nouveau comme spécialité. Les jeunes que nous formons aussi vont sortir là bientôt. Les premiers sortent de la formation. Donc, il faut parfois privilégier les jeunes, si vous voulez, chez les psychiatres. Hein. Alors, c'est pas, voilà, si vous avez du mal à trouver un psychiatre, voilà, privilégiez plutôt un jeune qui aura sans doute eu une formation à la psychiatrie de la personne âgée et donc à la maladie à corps de Lévy. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, buspirone, Deroxate et Leponex, et pas d'amélioration. Donc, j'imagine que c'est pas d'amélioration sur l'anxiété. Est-ce que c'est l'anxiété qui n'est pas améliorée? Parce que ça, c'est important. Ça dépend vraiment du symptôme. Et pas d'effet de l'alprazolam. Oui, tout à fait. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'était quelqu'un qui avait toujours été anxieux et qui avait l'habitude de prendre des benzodiazépines. Et là, j'ai envie de dire, il faut peut-être revenir aux benzodiazépines ou aux traitements qu'il prenait antérieurement pour son anxiété. J'ai des exemples. Certains patients prennent. Il y a beaucoup de gens dans la population générale qui prennent du Lexomil. Hein, et donc, j'ai déjà tenté, moi, chez des patients qui prenaient auparavant du Lexomil, l'alprazolam ou l'oxazépam, en fait, ça ne leur fait aucun effet. Hein. En général, il faut reprendre le vieux traitement qui marchait bien chez le patient. D'accord, donc il y avait une sorte d'anxiété naturelle. Il faut peut-être aller à ce moment-là vers si vous voulez, des benzodiazépines à demi-vie longue, comme je le disais, par exemple, du Lexomil, qui peut avoir une meilleure efficacité, mais ça sous couvert du médecin traitant qui doit revoir régulièrement le patient, évidemment. Hein. L'autre chose aussi, ça peut être de changer d'antidépresseur. Là, le patient, le Deroxate a été tenté, il faut peut-être essayer un autre antidépresseur. J'en cite quelques-uns, vous voyez, par exemple la duloxétine ou la venlafaxine. Et puis s'il a du mal à dormir, plutôt favoriser par exemple la miancérine. Donc ça s'adapte. Je comprends que ce soit pour vous décourageant, mais en fait, normalement, on peut trouver des solutions. Ça peut être un peu long, mais il faut adapter, changer le traitement jusqu'à ce qu'on soit le plus optimal possible. Alors après, ça dépend aussi de ce que vous attendez vous. Faire disparaître complètement l'anxiété, il faut faire attention. C'est parfois illusoire, surtout si le patient était anxieux de base, de par sa personnalité. Vous voyez. Donc, disons que ce qui est déjà une victoire, c'est qu'il y a une baisse de l'anxiété. C'est ça le message. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions concernant l'anxiété. Donc, on va continuer. Alors, maintenant, ce qu'on appelle les troubles psychotiques et la maladie à corps de Lévy. Alors, on a fait la dépression, on a fait l'anxiété, maintenant on fait les troubles psychotiques. Alors, les troubles psychotiques, qu'est-ce qu'il y a dans les troubles psychotiques? Il y a d'abord les hallucinations visuelles. Alors, les hallucinations visuelles, c'est très fréquent. Hein, ça représente à peu près 70% des patients qui vont faire des hallucinations visuelles, mais ça veut dire aussi que 30% des patients ne feront jamais d'hallucinations visuelles. C'est important. On peut avoir authentiquement une maladie à corps de Lévy et ne jamais faire d'hallucinations. La fréquence, elle est très variable pour les hallucinations. Ça peut être tous les jours, donc permanent, quasi permanent, toutes les semaines, c'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou alors une fois par mois, ou alors une fois tous les 6 mois. Donc ça peut être vraiment très variable, et des patients qui peuvent être plus ou moins gênés. Vous avez des patients qui vont faire des hallucinations mineures, comme ce qu'on appelle les sensations de passage, c'est-à-dire vraiment les patients ont l'impression de voir passer quelque chose sur le côté, ils disent « Ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé », puis ils disent « Non, 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 non », voilà. Mais c'est pas très gênant, ça, si vous voulez. Les sensations de présence aussi, le patient a l'impression qu'il y a quelqu'un, bon, mais il sait que, même s'il sent qu'il y a quelqu'un, en réalité, il n'y a personne. Ou alors des illusions visuelles, où il va confondre, je vous dis, une tache sur le sol avec un insecte, ou alors qu'il va confondre, comment dire, un chat sur le canapé, alors que c'était en réalité un coussin.
Bon, voilà. Donc ça, c'est des pré-hallucinations ou des hallucinations mineures ou des illusions. En général, ça, c'est peu gênant. Et après, il peut y avoir des vraies hallucinations qui apparaissent. Et ces vraies hallucinations, c'est un peu celle-ci, celle que je vous décris. Ça peut être la vision de petits bonhommes. J'ai pas mal de patients qui me décrivent des petits bonhommes dans leur chambre quand ils sont hospitalisés ou en consultation, quand ils viennent nous voir en consultation ou en hôpital de jour. Il peut y avoir aussi des ombres. Alors des ombres qui peuvent être prises pour quelque chose. Ça dépend aussi comment c'est interprété. On peut voir une ombre et se dire, bon, c'est rien, c'est ma maladie à Cordelévy. Mais on peut voir une ombre et puis se dire, ah, mais là, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est qu'on m'en veut, c'est que c'est le fantôme de la maison. Vous voyez, enfin, tout est possible. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Il peut y avoir la vision d'animaux. Il y a aussi des visions de scènes, c'est-à-dire comme un film. Moi, j'ai un patient qui me racontait qu'il avait fait la guerre et il avait le souvenir d'une scène de guerre il y a fort longtemps et en fait, il revivait cette scène de guerre. C'est-à-dire, il vous revoyait la scène de guerre comme un film, là, dans son appartement. C'était très impressionnant pour lui, très angoissant, aussi responsable de comment... d'une grande détresse psychologique. Il peut y avoir aussi la vision d'un ange gardien. Alors ça, c'est tout à fait original. Le patient peut sentir l'ange gardien, puis parfois le voir. L'ange gardien, ça peut être un ange comme on l'imagine, mais ça peut être aussi simplement une forme sombre, un peu au loin, que le patient va interpréter comme étant un ange gardien. En tout cas, le patient peut sentir ce qu'il voit comme étant protecteur ou agressif. Vous voyez, ça, c'est tout à fait intéressant. Et je pense que c'est important de discuter avec le patient afin de savoir si lui, il a l'impression que si c'est positif ou négatif. C'est-à-dire qu'est-ce que cette vision apporte. Et puis, il peut y avoir des visions d'un proche décédé. Ça, c'est assez fréquent. Mais attention, toute hallucination d'un proche décédé n'est pas une maladie à Cordelévy. Puisque dans la première année, si vous voulez, jusqu'à un an après le décès du proche, on peut voir, alors ça c'est tout à fait intéressant, c'est ce que disent nos collègues psychiatres, et moi je répète, je reste à ma place de neurogériatre, mais quand même ça veut dire que avoir des hallucinations d'un proche décédé, c'est normal. Et c'est ça que ça veut dire. Mais quand c'est 2 ans après, 3 ans après, ça est moins normal. Et c'est vrai que j'ai, chez des patients atteints de maladie à Cordelévy, ces visions de proches décédés, mais qui ont souvent aussi d'autres visions, d'autres types de visions. Voilà. Alors je vois que j'ai une question sur les hallucinations. Alors, est-ce que les malades se rendent compte que ce sont des hallucinations ? Ça, c'est une question importante. En réalité, mon expérience, c'est qu'au début de la maladie à Cordelévy, quand le patient va avoir ses premières hallucinations, alors soit c'est hallucinations mineures, comme les sensations de passage ou les sensations de présence, ou des petites hallucinations, je sais pas, comme une ombre, par exemple, qui passerait devant le patient. Le patient, souvent, à ce moment-là, va considérer que ça n'est pas normal, et il va comprendre que, si vous voulez, ça n'est pas... si vous voulez, ça n'est pas normal et que c'est en lien avec la maladie si on lui a expliqué, si on lui a expliqué que la maladie peut donner ces hallucinations. Et c'est là que, si vous voulez, le rôle du médecin, le rôle du psychologue ou le rôle de la personne référente est importante pour dire attention, ok, vous voyez des choses, mais ces choses-là sont directement en lien avec la maladie à Cordelévy. Et le patient est tout à fait capable de le décrire après. Il dit, bah oui, bon, j'ai encore vu quelque chose ce matin. Bon, c'était une vache dans le pré, mais bon, je sais bien qu'il n'y a pas de vache dans le pré à côté de chez nous. Donc voilà. Et ça n'est pas problématique. Là où ça devient problématique, c'est quand le patient, comment dire, n'a plus, si vous voulez, la conscience que ce sont des hallucinations. C'est-à-dire qu'il va se mettre à vivre ces hallucinations et être persuadé que c'est là. Alors, si je vous reparle du monsieur là qui avait sa scène de guerre, ça devient terrible parce que le patient, je me souviens, il se cachait sous la table, il voulait se protéger des balles. Vous voyez, il peut y avoir des situations un peu dramatiques à cause des hallucinations. Donc, ça va dépendre du moment de la maladie, ça va dépendre des patients. Et donc, des moments où le patient va être conscient que ça n'est rien, puis des moments où le patient va croire au fait que ça existe vraiment et ça va lui faire peur, et puis ça peut même entretenir un délire, par exemple un délire de persécution. Parce qu'il va voir quelqu'un dans la maison, il va dire mais qui c'est celui-là, sortez de ma maison, etc. Voilà. Ariette. Alors Ariette à tout le monde, le malade est-il conscient de sa maladie et peut-il reconnaître ses incapacités ou sa tristesse en est-elle la conscience? Alors, c'est pas tout à fait facile, si vous voulez, de mesurer cette conscience de la maladie. Et vous avez plusieurs niveaux, si vous voulez, de conscience. Il y a des patients qui ont une parfaite conscience des symptômes et qui sont tout à fait capables de vous décrire tout ce qui se passe, et qui vont critiquer tout ça et qui vont dire, voyez, je vois des choses ou je suis pas bien, mais c'est à cause de la maladie.
Puis vous avez des patients qui sont plus envahis par la maladie et qui vont avoir ce qu'on appelle, en termes techniques, une anosodiaphorie. Alors l'anosodiaphorie, c'est je sais qu'il y a un problème, mais je n'en ai rien à faire, quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de distance qui s'installe entre le patient et ses symptômes. Alors ça, c'est pas facile pour les proches parce que le patient peut se mettre à avoir des comportements tout à fait anormaux, mais disant bah oui, mais c'est normal, enfin, pas de problème, moi, je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Et après, ça peut aller parfois plus loin, jusqu'à la anosognosie, anoso, donc A privatif, hein, c'est du grec, nosos, c'est la maladie, donc, et gnosie, connaissance. Donc, c'est une non-reconnaissance, si vous voulez, de la maladie, non-connaissance de la maladie. Donc, c'est des patients qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, et donc, ils vont avoir des hallucinations et qui y croient, et qui vont, d'une certaine manière, comment dire, ne pas du tout avoir conscience, et donc poser problème, puisque voilà, ils seront plus difficiles à accompagner. Alors, Karine, les hallucinations auditives quotidiennes de ma mère, jour et nuit, résistent au traitement par l'Eponex après 4 mois de traitement. Auditive, d'accord. Elle est dans le déni total et pense que ce qu'elle entend est réel. Existe-t-il d'autres solutions? Alors, oui. D'abord, il faut être certain que c'est la bonne dose de l'Eponex qui a été mise, parce que il faut d'abord, dans un premier temps, avant de dire que le Leponex ne marche pas, il faut augmenter la dose de Leponex. Hein. Alors, je ne sais pas si elle avait été commencée à 25 mg un quart de comprimé. Eh bien, il faut que votre médecin traitant vous fasse plutôt le neurologue ou le gériatre ou le psychiatre augmenter la dose à un demi-comprimé, à 3 quarts de comprimé, à un comprimé. Il arrive parfois même qu'on soit obligé de donner 2 comprimés de 25 mg, 50 mg. Moi, j'ai même des patients atteints de maladie à Candélie qui ont jusqu'à 100 mg de Leponex, 100 mg étant les doses plutôt qu'on utilise en psychiatrie pour des patients qui sont psychotiques ou schizophrènes. Donc, il y a d'abord la question de la dose. Si l'augmentation de dose n'a pas entraîné satisfaction, vous voyez, 1,5 comprimé, bah, ça peut être augmenté. Si elle le supporte bien, il ne faut pas hésiter à augmenter la dose. Par contre, si au bout d'un moment, quand on augmente la dose, bah, il n'y a pas d'efficacité, bah, c'est sûr qu'il faut changer de traitement. Pour changer de traitement, il y a plusieurs solutions. Il y a un autre traitement qu'on peut utiliser en deuxième intention, qui est la kétiapine, qui est moins compliqué parce que celui-là, il n'y a pas nécessité de faire de prise de sang régulière. Et donc, c'est un autre traitement qui est intéressant. Kétiapine, Q-U-E-T-A, Q-E-T-I-A-P-I-N-E. A beaucoup de somnolence, alors s'il y a beaucoup de somnolence à 1,5 comprimé, il ne faut pas augmenter la dose. Il faut sans doute, s'il n'y a pas eu du tout d'efficacité de la clozapine, changer et aller vers de la kétiapine. Il faut voir ça avec votre médecin traitant ou le psychiatre ou le neurologue ou le gériatre. Un autre traitement qui a montré une efficacité, nous qu'on commence à utiliser sur Strasbourg, mais qui est difficile à obtenir, mais qu'on peut obtenir en France, c'est le Nuplazid. Nuplazid, N-U-P-L-A-Z-I-D, donc qui est un traitement qui a aussi une bonne efficacité. Le problème, c'est que son efficacité n'apparaît qu'au bout de 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines. Voilà. Alors, le Rivotril, le Rivotril, il est intéressant, le Rivotril, pour les troubles du comportement sommeil paradoxal, c'est-à-dire pour les patients qui ont la nuit, pendant leur rêve, une agitation. Ça marche très bien en général. Le problème, c'est que vous avez certains patients qui ne supportent pas le Rivotril. Moi, le dernier patient à qui j'ai donné une goutte de Rivotril, il a dormi 24 heures d'affilée. Donc, heureusement que j'avais prévenu la famille. Donc, attention, attention. Le Rivotril, oui, mais il faut être certain que ça soit supporté. Et ça n'est pas pour les hallucinations, le Rivotril. Le Rivotril n'a pas d'efficacité sur les hallucinations. Enfin, pas d'efficacité théorique. C'est vraiment une efficacité sur les troubles du comportement la nuit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Julien, tout le monde. Mon père avait une sensation de persécution de la maladie, mais le médecin prenait en compte ses paroles concernant une possible violence de ma mère sur sa personne jusqu'à aller en justice. Ah oui. Comment finalement déceler le vrai du faux qui peut être hallucinatoire? Eh bien, ça, c'est très, très compliqué. Je crois que là, il y a un rôle très clair, un, du médecin traitant, deux, de la famille, et qu'il y ait une discussion ensemble, tous ensemble, sur ce qui se passe. Qu'il puisse y avoir une maltraitance par un conjoint, c'est possible. Hein, attention, tout existe, hein, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Et je crois que c'est une hypothèse qu'on peut avoir en tête, mais qui ne peut être qu'en deuxième, troisième, quatrième intention. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est face à des patients qui ont une plainte et qui, d'un autre côté, disent c'est la faute de mon conjoint, bah, il faut rencontrer tout le monde en tête à tête.
il faut après confronter les avis et faire les choses en son âme et conscience. Et puis, quand ça ne marche pas, bien demander à la famille d'être sur place, voir comment ça se passe à domicile pour bien se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité. Je crois que là, il y a un rôle important de la famille dans ces situations-là, à condition que tout le monde accepte effectivement que la famille ou que la famille soit disponible. L'autre solution, c'est que le patient puisse être hospitalisé, hein. C'est-à-dire qu'il puisse être hospitalisé en unité, notamment en unité cognitivo-comportementale, ce qui lui permet d'être extrait de son lieu de vie et de voir si les problèmes de comportement perdurent malgré l'extraction du lieu de vie. Voilà. Et ça peut être l'occasion, là, si vous voulez, de rencontrer psychologues, ergothérapeutes, neuropsychologues, psychomotriciens, médecins spécialistes, que ce soit gériatres, neurologues ou psychiatres, pour faire un point un peu plus global. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ces structures que sont les unités cognitivo-comportementales. Alors, Jean-Pierre, le Leponex a augmenté l'agressivité et l'opposition, une fenêtre thérapeutique montre un peu moins d'opposition. Ah oui, ben ça c'est possible, vous avez raison. De façon tout à fait paradoxale, certains patients vont aggraver leur comportement sous l'Eponex. Donc là, il faut en tenir compte. Je crois qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de recette miracle dans la maladie à corps de vie. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a à peu près 20-30% des patients qui ne vont pas supporter les médicaments, quels qu'ils soient. Donc là, ça complexifie les choses. Et donc, il faut s'adapter, changer le médicament, essayer autre chose. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension du médecin, mais il faut qu'il y ait une compréhension aussi du patient et des proches et des aidants. Parce que la solution, parfois, elle n'est pas là tout de suite. Et il faut parfois du temps pour trouver, j'ai envie de dire, la bonne recette pour que le patient soit vraiment mieux. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais oui, le Leponex peut aggraver le patient. Oui, le Leponex peut aggraver l'agressivité. Oui, les benzodiazépines peuvent aggraver le patient, peuvent aggraver le... C'est ce qu'on appelle des effets paradoxaux. Ah, pardon, excusez-moi pour le son. Bah oui, alors là, c'est mon micro. Je vais essayer de me mettre le plus proche possible. Très bien. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on a fini sur les questions. C'est intense, hein, Vincent, aujourd'hui. Donc, on continue. Je vous remercie pour toutes vos questions. On continue avec les autres types d'hallucinations. Et tous les autres types d'hallucinations sont possibles. Vous avez des hallucinations auditives, des voix au loin, de la musique, des bruits répétés. Il peut y avoir aussi des hallucinations tactiles, c'est-à-dire l'impression qu'on est touché, le patient peut avoir l'impression qu'on le touche. Des hallucinations olfactives, une mauvaise odeur, ou une bonne odeur, mais plus souvent une mauvaise odeur dans mon expérience. Des hallucinations gustatives, où le patient a l'impression d'avoir un goût bizarre dans la bouche, ou un mauvais goût dans la bouche, à certains moments, sans lien avec la nourriture, sans lien avec la digestion, et qui est en fait aussi des hallucinations. Vous voyez, donc tout type d'hallucination possible, le plus fréquent étant l'hallucination visuelle. Alors après, il y a d'autres types de phénomènes psychotiques, et notamment des phénomènes de ce qu'on appelle de reduplication, pour simplifier un peu les choses, avec ce qu'on appelle des reduplications de personnes, qu'on appelle aussi le syndrome de Capgras, des reduplications d'animal, ou des reduplications de lieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Capgras, puis vous allez comprendre pour les autres. Le syndrome de Capgras, ce qu'on appelle aussi le délire d'illusion des sosies, qui a été décrit dès 1923 par Monsieur Capgras, par le docteur Capgras, qui est un collègue français. C'est un patient, en fait, qui a la conviction, souvent délirante, qu'un ou plusieurs proches a été remplacé par un double, en général identique physiquement. Ce syndrome de Capgras est présent chez à peu près 20% des patients atteints de maladie à corps de Lévy, au moins, je dirais 20%. En pratique, c'est à certains moments de la journée, ou chez certains patients, ça va être tout le temps. En général, c'est le conjoint qui a ce Capgras, c'est-à-dire que le conjoint ressemble au conjoint, mais n'est pas émotionnellement le conjoint pour le patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette familiarité, si vous voulez, avec ce conjoint. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de reconnaissance émotionnelle du conjoint, ce qui donne une idée un peu bizarre au patient. C'est-à-dire, il voit quelqu'un dont il est capable de dire que c'est exactement la même personne que son conjoint, mais émotionnellement, si vous voulez, son intuition lui fait dire que ça n'est pas son conjoint. Voilà. Alors, comme je vous disais, parfois c'est tout le temps, parfois c'est épisodique à certains moments. Parfois même juste uniquement dans les situations de stress. Vous voyez, c'est très variable ce syndrome de Capgras. Alors, vous pouvez avoir ça pour une personne, vous pouvez avoir ça pour plusieurs personnes, donc comme une série de syndromes de Capgras pour un même patient. Vous pouvez avoir ça pour un animal, alors, je sais pas, un animal de compagnie, par exemple un chat,
qui ne va pas être reconnu comme étant le chat de la maison. Hein. Vous pouvez avoir ça pour le lieu. Alors ça peut complexifier l'affaire parce que c'est, si vous voulez, la maison elle-même qui n'est plus la maison elle-même. Hein. Moi, j'avais un patient comme ça qui me racontait que la salle de bain ressemble bien à la salle de bain, la brosse à dents ressemble bien à sa brosse à dents, mais en fait, il n'est pas dans sa maison. Alors, je lui disais, mais elle est où votre maison? Ah, elle est à quelques pas de maison, à 100 mètres de là. Elle est là, ma maison, mais je ne comprends pas pourquoi moi je suis dans cette maison qui n'est pas ma maison, mais qui y ressemble. Et il me disait, c'est très bizarre. Voilà. C'est tout à fait étonnant, ces phénomènes de reduplication. Ça peut être fluctuant, je vous le disais. Alors, à quoi ce serait lié? Les collègues japonais ont déjà publié dès 2010 dans Brain le fait que le syndrome de Capgras et tous ces phénomènes de reduplication seraient en lien avec cette zone-là, qu'on appelle l'insula, en fait, hein, et aussi avec cette zone-là, qui est probablement le noyau de Meinert, qui est un noyau qui est riche en acétylcholine. Voilà. Alors, au-delà du syndrome de Capgras, il peut y avoir aussi des délires. Et il y a fréquemment, dans la maladie à corps de Lévy, un délire de persécution. Dans les délires, il peut y avoir donc le délire des sosies de Capgras. Il peut y avoir un délire d'infestation aussi, des patients qui vont avoir l'impression qu'ils ont leur corps qui est infesté. Alors, cette infestation peut être isolée ou parfois peut s'associer d'une dépression très sévère où il y a une impression, si vous voulez, un peu de destruction interne du corps, hein, alors qui peut être liée à une infection, mais qui est évidemment pas vrai, hein, qui est tout à fait, comment dire, délirant. Hein, voilà. Il y a par contre peu de délire de grandeur. Hein. J'ai un patient qui se prendrait pour Napoléon ou César, ou voilà. Hein. Voilà. Alors, le traitement des hallucinations et des délires. Hein, pour les hallucinations, si les hallucinations sont critiquées ou non envahissantes, il n'y a pas de nécessité de traitement. J'insiste là-dessus. Il y a trop de patients qui sont traités pour des hallucinations alors qu'ils n'avaient quasiment pas d'hallucinations. Hein, donc, on ne traite que si c'est embêtant. Voilà. On peut arrêter les agonistes dopaminergiques. Alors ça, c'est plutôt dans la démence parkinsonienne, qui est une maladie cousine, mais il y a peut-être des personnes là qui ont une maladie de Parkinson et qui ont évolué vers des troubles cognitifs importants. Et donc là, il faut arrêter certains médicaments, comme le Rekip, par exemple, comme le Neupro, etc. Ce qui est intéressant aussi pour les hallucinations, c'est d'augmenter la luminosité. En fonction des maisons, en fonction des appartements, il peut y avoir moins de luminosité. La luminosité permet de compenser, si vous voulez, ce problème visuel qui vient de l'arrière et qui favorise les hallucinations. Si les hallucinations ne sont pas critiquées et qu'elles commencent à être un peu envahissantes, hein, là, ça vaut le coup, mais qu'il n'y a pas de délire. Le patient n'est pas délirant, il n'y a pas de délire de persécution, pas de délire, voilà. Ça vaut la peine d'essayer les traitements habituels pour lutter contre les troubles cognitifs, que sont la rivastigmine ou le donépésil, hein, donc le patch d'Exelon ou le comprimé d'Aricept. Hein, puisque le rivastigmine, c'est l'Exelon et le donépésil, c'est l'Aricept. Si par contre les hallucinations ne sont pas critiquées et s'accompagnent d'un délire, alors là, je le dis aux médecins traitants, évidemment, ce n'est pas pour vous, mais pas d'antipsychotique en dehors de la clozapine en première intention. Je pense que ça doit être la première intention. Et la clozapine doit être donnée à petite dose, un quart de comprimé de 25 au début, qu'on va augmenter progressivement. Le problème, c'est qu'il faudra surveiller régulièrement la numération formule sanguine toutes les semaines, pendant 18 semaines, puis une fois par mois. Alors, pourquoi il ne faut pas donner d'antipsychotiques, hein? Alors, quels sont ces antipsychotiques? C'est par exemple l'aldol, c'est par exemple l'olanzapine, c'est par exemple le Loxapac. Tout ça, ce sont des médicaments qui potentiellement peuvent aggraver les patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, les patients atteints de maladie à corps de Lévy, dans 80% des cas, ça ne veut pas dire la totalité, hein, c'est 80%, c'est-à-dire qu'il y a 20% qui supportent, ont une sensibilité aux antipsychotiques. Et donc, il va y avoir une augmentation du syndrome parkinsonien, le patient va devenir plus lent, plus raide, il va y avoir une augmentation des chutes, il va y avoir une augmentation des troubles cognitifs, il va y avoir des moments de sédation brutale, le patient qui s'endort, il ne revient pas à lui-même, ça peut durer des heures. Il peut y avoir des périodes de confusion. Il peut même y avoir une augmentation du délire sous certains antipsychotiques ou neuroleptiques. C'est la même chose, hein, les antipsychotiques et les neuroleptiques. Et puis, il peut y avoir des choses plus graves, comme le syndrome malin des neuroleptiques, qui là entraîne une fièvre, une rigidité de l'ensemble du corps, et puis la prise de sang. Il y a une augmentation des enzymes musculaires, ce qu'on appelle les CPK. Donc ça, c'est vraiment, ça signe le diagnostic de syndrome malin des neuroleptiques. C'est très important de faire le diagnostic parce qu'il faut arrêter immédiatement le médicament. Puis certains, malheureusement, vont décéder à cause de la prise de neuroleptiques qui n'aura pas été arrêtée suffisamment tôt. Voilà. Alors, néanmoins, parfois, le médecin n'a pas le choix. C'est-à-dire que le médecin n'a pas le choix que d'utiliser un antipsychotique autre que la clozapine, y compris les antipsychotiques interdits dont je parlais tout à l'heure, comme le Loxapac,
Pourquoi? Parce que en fait, le problème de la clozapine et aussi de la quétiapine, c'est qu'il n'existe pas sous forme d'injection. Et donc, il n'y a que les comprimés. Mais quand le patient ne veut pas prendre le comprimé, on est embêté. Alors qu'il a authentiquement, si vous voulez, un délire, authentiquement des hallucinations très envahissantes, etc. Et donc, souvent, ce qu'on est obligé de faire, c'est donner, par exemple, un traitement injectable comme le Loxapac, mais momentanément, un jour, 2 jours, pas plus. Et une fois que le patient va mieux, à ce moment-là, on peut commencer la clozapine ou un autre traitement, ou la quétiapine, ou le Nuplazid, ou d'autres. Voilà. On va finir avec le syndrome frontal et la maladie à corde de vie. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, Vincent. Il est 17h20, donc il nous reste 10 bonnes minutes. D'accord. Alors, pour le syndrome frontal, la maladie à corde de Lévy, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avec une question. Hein. C'est important d'avoir cette notion-là. Le syndrome frontal, c'est quoi? C'est très simple, hein, c'est tous les symptômes qui sont en lien avec une atteinte frontale. Alors là, vous avez la partie externe du cerveau dans le lobe frontal qui est à l'avant. Hein, là, c'est l'avant du cerveau, là, c'est l'arrière du cerveau. Donc, à l'avant du cerveau, là, c'est ce qu'on appelle les lésions, enfin les atteintes dorsolatérales. Vous avez aussi les atteintes juste au-dessus de l'œil. On appelle les atteintes orbitofrontales. Et puis, vous avez les atteintes au milieu, hein, qu'on appelle frontomésial, mésial voulant dire milieu. Voilà. Donc, le milieu du lobe frontal, donc c'est vraiment au milieu là. Et en fonction de l'atteinte liée à la maladie à corde de Lévy, vous aurez des symptômes différents. Alors, si c'est le milieu, il va y avoir ce qu'on appelle une démotivation, que vous avez appelé très justement tout à l'heure une apathie. Quelqu'un qui est très démotivé, c'est l'apathie, et c'est vraiment en lien avec cette atteinte frontomésiale. Si c'est juste au-dessus des yeux, au-dessus des orbites, ça peut entraîner, donc c'est le syndrome frontal orbitofrontal, ça peut entraîner ce qu'on appelle une désinhibition, ou une agitation, une hyperoralité, c'est-à-dire des patients qui se mettent à manger tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis, si c'est une atteinte à l'extérieur, le patient va être désorganisé, mais il va avoir aussi tendance à faire des répétitions ou à avoir des persévérations. Vous voyez, être toujours sur la même idée et ne pas sortir du tout de ces idées. C'est des idées persévératives. Vous voyez, donc le syndrome frontal, c'est vraiment le lobe frontal, c'est vraiment un lobe qui, quand il est atteint, va donner des symptômes comportementaux. Alors, comment on va traiter ce syndrome frontal? Eh bien, je vous décris surtout comment on va traiter l'orbitofrontal, parce que pour l'autre, on n'a pas vraiment de solution, et pour les autres, mais on peut quand même se dire que ça aide un petit peu. Moi, mon expérience, c'est que ça aide un petit peu. C'est d'utiliser des antidépresseurs. Ceux qui ont été le plus validés, c'est la sertraline et la paroxétine. Et puis, un qui a été vraiment particulièrement validé, c'est la trazodone, hein, qui malheureusement en France n'est pas accessible facilement. Il faut aller le chercher dans une pharmacie hospitalière, il faut faire une demande spécifique pour y avoir accès. Mais nous, on l'utilise beaucoup en unité cognitivo-comportementale avec une bonne efficacité, hein, c'est-à-dire le patient devient moins désinhibé, il a moins de persévération grâce à la trazodone. Mais en première intention, on peut utiliser la sertraline ou la paroxétine, par exemple. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais pour conclure. Hein, donc vous voyez que les troubles du comportement sont très vastes dans la maladie à corde de Lévy, très fréquents. Et donc la maladie à corde de Lévy, ce n'est pas qu'une maladie cognitive, c'est vraiment une maladie cognitive et comportementale. Hein, c'est ce que je vous disais en introduction. Avec la dépression qui est très fréquente, qu'il faut traiter absolument, parfois au long cours. Hein, on est parfois obligé de garder le traitement antidépresseur tout le temps et pendant de nombreuses années, parce que ça aide le patient au long cours. L'anxiété très fréquente aussi, pas facile à traiter, mais il faut parfois aller vers des benzodiazépines de demi-vie longue, hein, comme je vous le disais, surtout si les patients qui avaient l'habitude de prendre des benzodiazépines auparavant, même si ce n'est pas, si vous voulez, la règle pour les médecins. Le délire, les types de délire sont très variables. Vous avez vu qu'il y a le syndrome de Capgras, vous avez vu qu'il y a des délires de persécution. Et il faut vraiment éviter d'utiliser les antipsychotiques habituels. Il faut préférer la clozapine à petite dose. Et quand le médecin n'a pas le choix, qu'il est obligé d'utiliser ces antipsychotiques usuels parce qu'il n'y a pas il faut faire des injections parce que le patient va vraiment pas bien et qu'il faut l'aider et que c'est très difficile pour la famille ou que le patient doit être hospitalisé et qu'il est très très agité avec son délire important, eh bien on essaye si vous voulez, de donner le neuroleptique comme par exemple le Loxapac, hein, ou Loxapine par voie injectable le moins longtemps possible pour pouvoir après relayer par de la clozapine ou les autres molécules quand la clozapine n'est pas bien supportée. Donc, globalement, quand même, des troubles du comportement qui sont là, qui sont fréquents, pas toujours évidents à traiter, mais il faut persévérer, se faire aider par un spécialiste et changer les médicaments quand on n'est pas complètement satisfait, au sens qu'on n'a pas eu au moins une petite amélioration avec le traitement prévu. Voilà.
Alors, je vois que j'ai déjà d'autres questions. Oui. A-t-on une idée du pourcentage de malades à corps de Lévy qui ont été d'abord traités pour des maladies psychiatriques dues aux troubles du comportement? Et bien ça, si vous voulez, c'est pas très clair. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait ça. Moi, je vais vous donner mon sentiment, mais il est peut-être biaisé parce que moi, je suis neurogériatre, hein, mais je pense que ça représente quand même au moins 20% des patients. Hein, c'est-à-dire que les patients vont souvent en premier aller voir un psychiatre plutôt que d'aller voir un gériatre ou un neurologue pour des problèmes psychiatriques et pas pour des problèmes de maladie à corps de Lévy. Et donc, c'est problématique parce que parfois, le diagnostic n'est pas fait. Mais fort heureusement, de plus en plus, les psychiatres sont en train de s'intéresser à la maladie à corps de Lévy, en particulier ces jeunes psychiatres qui s'intéressent à la psychiatrie de la personne âgée. Voilà. Alors, je ne crois pas avoir entendu, mais chiffre-t-on une espérance de vie qui pourrait être diminuée suite au diagnostic établi? Alors, toutes les maladies neuroévolutives, cognitives, entraînent une diminution de l'espérance de vie, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, la maladie frontotemporale. Quelle est cette diminution spécifique de l'espérance de vie dans la maladie à corps de Lévy? Honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a pas d'études claires sur la question. En plus, je pense qu'il faudrait, si vous voulez, séparer les patients atteints de maladie à corps de Lévy pure des patients atteints de maladie à corps de Lévy plus maladie d'Alzheimer qui, eux, évoluent beaucoup plus vite et qui ont un risque de décès plus fort. Voilà. Mais il n'y a pas de très bonnes études sur la question, à ma connaissance. On a des études sur comment meurt le patient atteint de maladie à corps de Lévy, mais pas d'études sur la diminution d'espérance de vie. Bon, donc on aura peut-être des résultats un jour. Ouais. Alors, quel est le médecin référent de la maladie à corps de Lévy, le neurologue ou le gériatre? Eh bien, les deux, mon capitaine. Hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien le neurologue que le gériatre. Je dirais même aussi bien le neurologue que le gériatre que le psychiatre. Très important le psychiatre, vous l'avez vu, puisque le grand spécialiste des troubles du comportement, c'est quand même le psychiatre. Donc, parfois, un patient peut avoir besoin de voir deux spécialistes, un neurologue ou un gériatre et un psychiatre. Voilà, je crois que c'est très important de comprendre ça. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci à vous pour vos remerciements. Comment meurent les patients atteints de maladie à corps de Lévy? Les patients atteints de maladie à corps de Lévy vont mourir plus facilement du fait de l'apparition des troubles de la déglutition. Hein, il y a un moment donné, ils ont un petit peu plus de mal à avaler. Il faut essayer de s'en rendre compte un petit peu rapidement pour qu'il y ait un travail d'orthophonie de fait. Et le risque, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les pneumopathies de déglutition, c'est-à-dire les patients qui avalent de travers et qui vont faire une infection pulmonaire. Et là, si vous voulez, ça va décompenser la maladie. Voilà, ça c'est plus fréquent. Il y a après des arrêts cardio-circulatoires comme on l'a chez n'importe qui. Hein, voilà, un problème de cœur, quoi. Hein, voilà. Mais je pense que la surmortalité dans la maladie à corps de Lévy est probablement en lien avec ces problèmes de pneumopathie. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Qu'en pensez-vous, Vincent? Ah oui, absolument. Merci beaucoup, professeur Blanc. Merci à toutes les questions qui ont été posées. La présentation était extrêmement riche et passionnante. Et puis, on a pu couvrir beaucoup de sujets autour des troubles du comportement, depuis le diagnostic, sur une description très fine des symptômes, et puis sur les traitements, où là, c'est vrai que c'est un des sujets qui est le plus délicat à gérer très souvent. Donc, oui, je pense qu'on a pleinement répondu aux enjeux de cette conférence, et je vous en remercie au nom de tous les participants et de l'association chaleureusement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et j'espère effectivement vous avoir apporté quelque chose. Voilà, soyez courageux, soyez déterminés. La maladie à corps de Lévy, c'est difficile, mais on peut aider les patients. Hein, donc, n'hésitez pas à consulter des spécialistes et à vous faire aider et à voir régulièrement le médecin traitant. Voilà, à très bientôt. Et merci à l'association qui fait tant pour les malades et les aidants de malades à corps de Lévy. Merci à vous, Frédéric. Et on vous retrouvera le 25 novembre pour le colloque. Avec un très grand plaisir. Voilà, pour le colloque chercheurs aidants malades, le 25 novembre à Paris et en visio. Encore merci d'être à nos côtés, professeur. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci pour tout ce que vous faites. Au revoir. Au revoir.